Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être venus au cours d'aujourd'hui, en dépit du mauvais temps, ça me flatte. Alors, je vais continuer à développer mes perspectives sur l'évolution du français. Et cette fois-ci, on va se focaliser sur le français en dehors de l'Europe. Et comme dans mes cours précédents, j'adopte une perspective qui est à la fois évolutionniste, mais qui est aussi inspirée de mes travaux sur l'émergence des créoles. Et c'est question de remettre de revisiter les explications qu'on donne d'habitude sur l'évolution du français en dehors de l'Europe, au moins pour aujourd'hui. Et je vais expliquer les choses d'une autre façon. Alors, la question qu'on devrait commencer à expliquer le titre parce que j'utilise le terme indigénisation et qu'est-ce que c'est que l'indigénisation d'une langue. On parle d'indigénisation lorsque une langue commence à porter des marques de sa nouvelle écologie sociale et naturelle. C'est-à-dire, ce n'est plus comme à la métropole, ce n'est plus comme toujours. Ce sont des situations nouvelles, on interagit avec des populations différentes et la langue, on dit, elle s'adapte. En principe, ce sont les locuteurs qui adaptent la langue aux nouvelles situations. Et donc, la langue acquiert un caractère local qui la rend différente des variétés parlées dans le territoire d'origine. Et ça, c'est tout à fait évident. Vous allez au Québec, le français est parlé différemment. Et vous allez en Afrique, le français est parlé différemment. Et vous allez aux Antilles, les Békés de Martinique parlent le français différemment des Français. Je veux dire des Français métropolitains parce qu'après tout, les Békés de Martinique sont aussi des Français. Okay. Et les raisons en sont multiples. Une des raisons, c'est qu'il y a les dialectes venus de la métropole qui se rencontrent dans les colonies. Et du coup, les gens doivent s'adapter les uns aux autres, ils s'accommodent et ils finissent par créer une variété nouvelle qu'on appelle variété coloniale, parce que c'est parlé dans les colonies. Et ce processus, on l'a décrit dans les études des langues en contact comme koinéisation. C'est un peu inspiré des koinés grecs, aussi dans les colonies, en dehors de la Grèce, où les Grecs de l'étranger parlaient un nouveau grec par rapport aux Grecs métropolitains. Et c'est ainsi qu'on utilise le terme koinéisation. Mais aussi, la langue entre en contact avec des langues autres. Et on parle de langues substratiques, donc des langues qui ont précédé la langue européenne, ou des langues abstratiques. Et là, nous n'avons pas suivi fidèlement le modèle géologique, parce que dans ce cas, il s'agit, les gens préfèrent suggérer que quand une autre langue européenne entre en contact avec la langue européenne concernée, c'est abstratique au-dessus. Ce n'est pas tout à fait le cas. Mais les langues substratiques, en général ici, on va faire attention aux langues africaines ou aux langues polynésiennes, dépendant de là où le français se retrouve. Et les nouvelles écologies, elles sont économiques, politiques, phoniques, florales, géologiques, climatiques, etc. Selon le modèle écologique que j'ai adopté dans ma recherche, je dis souvent aux gens, l'écologie c'est un peu comme le black box, la boîte noire. Il y a beaucoup de facteurs là-dedans, on ne connaît pas tous les facteurs, et au fur et à mesure qu'on fait sa recherche, on trouve qu'il y a toujours d'autres facteurs qui influencent l'évolution de la langue. Et je reviendrai à ça.
Et le locuteur doit pouvoir communiquer aussi sur des phénomènes nouveaux. Donc, quand on se déplace, on ne continue pas à parler des mêmes sujets que l'on discute à la terre d'origine. Il faut parler de nouvelles relations qui se développent, de nouvelles dynamiques qui se développent, des êtres dans la faune, des animaux dans la faune qu'on rencontre pour la première fois dans les colonies, ou des éléments botaniques qu'on rencontre pour la première fois dans les colonies. On doit pouvoir parler et on ne sera pas surpris s'il y a des emprunts qui viennent des langues autochtones dans la colonie. Okay. Il y a quelques exemples. On trouve dans les colonies que certains mots ne sont pas prononcés exactement de la même façon. Et certaines de ces nouvelles façons qui deviennent dominantes, elles ne sont pas entièrement nouvelles. Par exemple, le I et le U. Okay. Est-ce que c'est kib ou cube? Okay. Et donc, la prononciation, l'opposition entre brun et brun, même en métropole, il y a les gens qui ne font pas la distinction, mais on trouve beaucoup plus de cas dans les colonies où cette distinction entre un et un disparaît. Okay. Et puis, il y a l'usage du datif. L'usage datif du pronom clitique le. Donc, au lieu de dire donne-lui la clé, on entend donne-le la clé. Pardonne-le son impolitesse au lieu de pardonne-lui son impolitesse. Il y a des gens qui ont des difficultés à faire cette distinction entre le et lui dans la fonction du datif. Mais on ne trouve pas lui utilisé dans le cas de l'accusatif. Et ça, c'est très intéressant et ça vaut la peine de comprendre pourquoi c'est comme ça. Il y a confusion entre le passé composé, j'ai oublié, et le plus que parfait, j'avais oublié. Parfois, ça confond les gens, on parle, et les gens qui les mélangent dans le même discours. Et donc, ça ne signifie pas nécessairement précédence par rapport. Le plus que parfait ne signifie pas nécessairement précédence par rapport à un passé, ça signifie seulement précédence par rapport au présent. Okay. Et il y a des innovations sémantiques reflétant des concepts substratiques. Mon père cadet au lieu de mon oncle, et mon père aîné au lieu aussi de mon oncle. Et là, on voit une influence culturelle parce que dans beaucoup de langues africaines, il y a un statut entre les oncles et il y a aussi une notion corporative de la notion de père. Ce n'est pas seulement l'individu qui est le progéniteur, mais aussi des individus associés avec le progéniteur. Et il y a aussi des pères femelles, seulement on ne le fait pas souvent. Mais dans nos langues, nous avons besoin de cette distinction, donc on ne devrait pas être surpris d'entendre quelqu'un me dire, par exemple, je me rappelle un cas précis, un ami m'appelle aux États-Unis, me dit, mon père vient de mourir. Et évidemment, on fait tout ce que l'on fait. Et puis, une année plus tard, il me dit, mon père vient de mourir. Et moi, maintenant, j'étais dans la mentalité anglophone et je lui demande, n'est-ce pas que ton père est mort l'année dernière? Non, non, c'est mon père cadet qui est mort. Okay. Donc, il y a aussi confusion des pronoms relatifs et on entend souvent le jour que tu es venu. Okay. Et puis, nous avons une bonne innovation en Afrique, je ne sais pas bon pour qui, son deuxième bureau, sa deuxième bureau, il est allé voir sa deuxième bureau, son deuxième bureau, et maintenant, il y a un problème qui émerge à cause de la sémantique, de la dénotation de l'individu. Est-ce que c'est accord sémantique ou accord grammatical entre le genre et le nom?
Et il y a des mélanges de registres même dans un même énoncé. On parle à quelqu'un, il mélange je, plutôt tu et vous. Et on ne sait plus dans quel registre on est. Et à cause de la façon dont le français est transmis, surtout dans les colonies d'exploitation, à partir des livres, on ne serait pas surpris de voir quelqu'un qui parle un français un peu littéraire, qui ne s'accorde pas toujours avec le vernaculaire tel qu'on voudrait le parler. Et ça pourrait vous surprendre, mais c'est la réalité qui se passe dans les colonies. Donc c'est ça, il y a de ces facteurs écologiques qui peuvent expliquer ce genre de traits qu'on appelle maintenant français d'Afrique, ou français canadien et des choses pareilles. Dans le cas du Québec, on voit que le Québec a survécu dans une population plus large qui parle l'anglais, bien que beaucoup de francophones vivent encore isolés. Il y a tout de même eu des interactions où les gens doivent utiliser l'anglais et petit à petit, l'anglais exerce son influence. Donc, on entend des gens dire l'ami que je suis venu avec, qui vient de l'anglais, the friend that I came with. Okay. Et j'étais à un aéroport, c'était à Montréal, et le vol a été retardé, on va déhaïsser l'avion. Okay. Il ne faut pas dire déhaïsser, c'est déhaïsser l'avion, donc enlever la glace de l'avion. J'ai parqué mon char dans le stationnement. Voilà, c'est très clair. Et le prochain exemple, faire du magasinage au lieu de faire du shopping, on voit que le français métropolitain a changé. Mais dans le contexte du Québec, comme les Québécois veulent vraiment parfois garder le français le plus pur possible, alors on voit quelque chose qui est ancien, qui est maintenu dans la colonie. Ce sont de ces dynamiques sociales qui peuvent expliquer certaines des divergences. Mais aussi, je suis tombé en amour, à fell in love. Ce sont des choses qu'on entend au Québec. Donc, c'est pour dire, il n'y a pas que les Africains ou les Polynésiens qui changent le français, il y a les Français eux-mêmes qui changent le français. Et dans le cas de l'Afrique, quand on veut expliquer certaines de ces divergences, pour certains d'entre vous, ce serait des déviations, je préfère divergence qui est un terme plus neutre. Il y a parfois les locuteurs d'héritage eux-mêmes qui sont en train de favoriser certains des choix que les Africains font. Et il y a des notions culturelles indigènes que nous, on a de la peine à exprimer en français. Et pendant son séminaire, le professeur Galasso vous donnera d'autres exemples, mais j'ai retenu particulièrement un parce que j'ai toujours eu des difficultés à parler de ça. Nous parlons d'Ndoki, parce qu'il y a dans la communauté des êtres qui ont un pouvoir supernaturel. Ils utilisent ça pour nuire à d'autres personnes. Et la chose la plus proche, c'est envoûter, que j'entends surtout dans le français en Afrique de l'Ouest, mais pas tellement au Congo, RDC dont je viens. Et quelqu'un pourrait dire, oui, il m'a donné du ndoki ou il m'a fait du ndoki. Et ce serait une erreur de traduire ça comme il m'a maudit. Ce n'est pas la malédiction, c'est autre chose. C'est quelque chose dans son pouvoir qui affecte votre santé et qui vous rend malade ou qui affecte le fonctionnement de votre esprit. Et donc, pour ça, on peut comprendre pourquoi il y a certains emprunts tout à fait culturels
donc culture non matérielle, je veux dire dans ce cas, pour lesquels on devrait emprunter des mots de langue autochtone plutôt que d'essayer de faire une traduction parce que la traduction ne réussit pas à exprimer la signification. Mais on voit aussi des innovations morphologiques qui sont inspirées par le français métropolitain lui-même. Donc, on sait que pour le poisson, il peut y avoir une poissonnerie, et pour un sandwich, il y a sandwicherie. Et pour le sens, pourquoi ne pas dire essencerie aussi? C'est la logique de la morphologie du français, mais les gens généralisent la règle. Et là, nous avons tort, nous, comme linguistes, de parler toujours des règles. Ce qui se passe, c'est que ce sont les choses qu'on appelle maintenant dans la science de complexité patterns. On voit des patterns, et alors on dit, on pourrait généraliser, parce qu'après tout, quand nous parlons une langue étrangère, ou même la langue maternelle, on ne se dit pas, je n'ai jamais entendu ça, donc je ne vais pas essayer d'exprimer. On se dit, j'ai déjà entendu quelque chose comme ça, j'ai déjà entendu quelque chose comme ça, et par analogie, je devrais pouvoir dire essencerie dans ce cas, et les gens l'adoptent. Et surtout en milieu étranger où on n'a pas de réaction des locuteurs d'héritage, c'est très facile, on est confortable entre soi, et petit à petit, donc la nouvelle dénomination s'enracine dans le parler. Alors, dans le sens inverse, abandon, c'est la conséquence d'abandonner, et cadeau doit être le résultat de cadonner ou cadoter. Il y a une certaine logique là-dedans. Et quelque chose qui nous arrive beaucoup en Afrique, trop. Le mot trop devient ambigu entre trop, comme on le comprend en français, mais aussi trop comme beaucoup. Donc, quelqu'un vous dit, ah, vous avez trop d'enfants. Ce n'est pas pour reprocher le fait que vous avez beaucoup d'enfants, c'est que la distinction entre trop et beaucoup n'existe pas pour ces locuteurs. Et on doit faire attention. Donc, il y a des conséquences pragmatiques. Okay. Alors, les nouvelles écologies où le français s'est répandu sont diverses et dont la conséquence, c'est que le français continue à se différencier. Moi, je parle souvent de spécialisation, c'est parce que j'aborde le sujet d'une perspective de biologie évolutive et j'utilise souvent les mêmes termes. Mais c'est à cause de ces phénomènes d'indigénisation qu'on voit que le français tel qu'il est parlé au Québec n'est pas exactement comme le français tel qu'il est parlé en Louisiane, pas exactement comme le français tel qu'il est parlé à Saint-Barth, le Saint-Barth, et pas nécessairement comme le français tel qu'il est parlé dans certaines parties de l'Afrique de l'Ouest ou certaines parties de l'Afrique centrale, et je reviendrai à ce genre de différences un peu plus tard. L'indigénisation est une des conséquences de l'autonomisation des nouveaux locuteurs, surtout s'il y a une distance géographique, disons, entre la France et le Québec au XVIIe siècle. Il y a des choses qui se passent en France dont les Québécois ne sont pas au courant et vice-versa. Ce n'est pas comme aujourd'hui, on a l'Internet et on le sait immédiatement qu'il y a une nouvelle évolution dans la langue française au Québec. Là, cet isolement permet aux gens qui sont dans les colonies de développer des normes nouvelles. Et dans le cas de l'Afrique, je parle des indépendances des colonies comme l'élément catalyste, parce qu'à partir de ce moment, les leaders, les dirigeants sont des autochtones et la langue européenne est devenue le symbole de leur statut. Mais tout le monde est enraciné en Afrique
Et donc, on voit de ces changements qui arrivent. On ne doit pas toujours attendre que les locuteurs d'héritage à l'Hexagone vous disent non, c'est plutôt comme ça que vous devriez parler. Ça ne se passe pas comme ça, pour des évolutions tout à fait naturelles et spontanées. Et les alloglottes communiquent de plus en plus entre eux, plutôt qu'avec les locuteurs d'héritage. Ils se corrigent de moins en moins entre eux parce que tout paraît normal. Jusqu'au moment où on vient en France et les gens vous écoutent curieusement parce que vous utilisez des expressions qui ne leur paraissent pas normales. Okay. Et les traits de leur langue d'héritage influencent leur production dans la nouvelle langue. Il y a une prosodie différente, il y a une prononciation différente, il y a des particularités morphosyntaxiques qui émergent, et sémantiques et pragmatiques, dont je vous ai donné des exemples plus tôt. Et les locuteurs d'héritage eux-mêmes s'indigénisent parce qu'ils doivent s'adapter à la nouvelle écologie. Donc, si quelqu'un a passé beaucoup de temps en Afrique et revient en France, vous devriez faire attention, vous allez entendre des expressions que vous n'utilisez pas ici à l'Hexagone, parce que la personne est restée bien longtemps en Afrique et a interagi avec des Africains, et pour des raisons pratiques, on s'adapte à la façon locale de parler la langue. Donc, je veux soutenir la thèse selon laquelle l'indigénisation est un processus universel. Okay. Et il se différencie par l'écologie d'usage des locuteurs. Donc, la thèse, c'est que partout, les gens ont indigénisé la langue, ils l'ont adaptée à leurs besoins de communication, à leurs besoins culturels, et à besoin de l'écologie naturelle, et donc on parlera différemment d'un endroit à l'autre. Et je peux aller plus loin. On peut expliquer l'évolution du français à partir du latin par le processus d'indigénisation aussi, surtout que le français s'est développé après que les Romains aient quitté l'Empire de l'Ouest. Et les autochtones parlaient entre eux en latin, mais c'est un latin sans le modèle romain. Et ce latin-là s'est diversifié parce qu'il y avait aussi diversité langagère. En Gaule, tous les Gaulois ne parlaient pas exactement la même langue celtique, et on peut trouver des différences. Et il n'y avait pas que des langues celtiques, il y avait d'autres langues, par exemple en Espagne, qui n'étaient pas celtiques. Le basque, par exemple. Okay. Alors, ceci signifie que nous devons revenir aux différences entre les différents styles de colonisation et leur structure de population. Donc, il y a les colonies de peuplement, mais deux types de colonies de peuplement. Il y a des colonies de peuplement où les locuteurs d'héritage sont presque les seuls à parler leur langue, mais sont entourés de populations alloglottes par rapport auxquelles ils sont minoritaires. L'exemple du Québec, okay. L'exemple de la Louisiane, l'exemple de Saint-Barth, sans oublier l'Algérie. Et ce qui est intéressant, au Québec, le français est entouré par des anglophones, et la puissance économique la plus grande réside parmi les anglophones. Et en Louisiane, c'est encore plus grave, parce qu'au Québec, au moins, ils ont trouvé une solution: demander à toute activité économique d'être bilingue et s'assurer que des emplois, des activités économiques en français sont aussi rentables que les activités économiques en anglais. Et donc, les gens sont contents de continuer à parler leur langue, tandis qu'en Louisiane, cela n'est pas arrivé. En Louisiane, on promeut le français d'une façon idéologique, mais sans puissance économique. Et donc, de plus en plus, les francophones en Louisiane veulent immigrer
socialement et régionalement dans les milieux anglophones. Ils sont obligés de parler anglais. Et donc, le français là-bas est beaucoup plus influencé par l'anglais qu'on pourrait le trouver au Québec. Et au Québec, à cause du pouvoir économique, les Québécois s'efforcent à développer une certaine norme particulièrement française, au point où ils font des choses différentes des réactions des locuteurs hexagonaux au français. Ici, en France, je vois souvent email, mais au Québec, non, c'est courriel. Une façon de se différencier des autres. En même temps qu'ils ne sont pas conscients qu'ils empruntent aussi beaucoup à l'anglais, mais il y a certains qui font un effort pour purifier la langue française, pour ainsi dire, et résister à cette influence. À Saint-Barth, il y a des groupes créoles, les populations créoles blanches, et ces gens-là, ils se réclament français, ils parlent français, mais ils sont entourés de locuteurs créolophones avec lesquels ils interagissent régulièrement. Et donc, ce français-là est beaucoup plus influencé par les créoles que, disons, le français du Québec ou même le français de Louisiane, bien que dans le cas de la Louisiane, les gens préfèrent parler de français nègre, qui est différent du français des créoles blancs, mais à la différence aussi que là, le français qu'ils parlent est tout à fait différent du français hexagonal. Je me rappelle un cas où il y avait une conférence de linguistique romane à la ville de la Nouvelle-Orléans, et il y a un créole blanc qui est venu accueillir tous ces Français, voulant souligner la relation génétique entre les blancs de souche française en Louisiane. Et pendant tout ce temps, les linguistes qui sont censés respecter la variation étaient en train de sourire pendant qu'il parlait parce qu'ils ne comprenaient pas ce qu'il disait dans son français louisianais. Okay. Et dans le cas de l'Algérie, le français a occupé une très bonne position en Algérie. D'ailleurs, l'Algérie a été colonisée sur le modèle de peuplement. Mais il y a la promotion de l'arabe. Et l'arabe est en compétition réelle avec le français pour les fonctions prestigieuses et tout ça. Et on peut s'attendre à ce qu'il y ait beaucoup, ici je spécule, qu'il y ait beaucoup d'influence de l'arabe dans le français de l'Algérie. Okay? Bien que si on vient de l'Afrique centrale, on pense que le français des Algériens est plus proche du français hexagonal, ça c'est possible, mais n'empêche qu'il y a cette influence de l'arabe. Okay? Et les colonies de peuplement où les locuteurs d'héritage sont devenus minoritaires par rapport aux populations qu'ils ont asservies. Donc, les descendants des esclaves sont devenus majoritaires et la plupart des descendants des esclaves parlent créole. Et donc, là, on trouve tellement d'influence substratique. On se demande toujours pourquoi il n'y a pas autant d'influence de langue amérindienne, mais pour la simple raison que les populations amérindiennes ont été soit décimées, soit marginalisées, et n'ont pas eu l'occasion d'exercer autant d'influence. Et en général, dans les colonies de peuplement, on a marginalisé les autochtones. Mais il y a, du point de vue historique aussi, une variation importante. Les Haïtiens ont eu la révolution haïtienne, sont devenus indépendants au début du XIXe siècle, et pendant à peu près 60 ans, il n'y avait plus de Français à Haïti. Les Français sont revenus plus tard. Et cela a donné l'occasion d'une influence substratique beaucoup plus marquée que l'on peut trouver dans le créole qui est parlé là-bas, par opposition à la Martinique qui est toujours restée reliée à l'Hexagone et qui est maintenant un département d'outre-mer. Et là, le créole, il est un peu plus proche du français que le français non standard, je veux dire, que le créole d'Haïti.
Et la Sainte-Lucie a une histoire différente. Les Anglais ont confisqué la colonie des Français et il y a eu alors beaucoup plus d'influence des créoles anglophones, pas de l'anglais lui-même, des créoles anglais. Et donc, on voit maintenant un certain mélange dans le créole français, et le créole français lui-même est menacé d'extinction. Et il y a les colonies d'exploitation, et le modèle ici, c'est celui de l'Afrique, où les locuteurs d'héritage ont toujours été très minoritaires, mais exerçant une puissance économique et militaire disproportionnée à la taille de la population. Et maintenant, il y a une petite partie de la population autochtone qui a adapté le français comme lingua franca ou comme langue véhiculaire, et encore une plus petite minorité qui a adopté le français comme langue vernaculaire. Mais il y a aussi un élément très important, aussi bien qu'on veuille parler, s'engager à communiquer seulement en français, il y a les membres de la famille étendue qui ne parlaient pas français. Et nous avons une certaine obligation de rester en contact avec les membres de la famille étendue. Et il y a des influences qui viennent dans la façon dont nous parlons. Aussi, on parle à des gens qui sont moins éduqués et on fait des adaptations. Et ce sont des ajustements qui contribuent à l'indigénisation du français en Afrique. La norme est scolaire, mais pas vernaculaire. Okay. On nous fait lire des textes classiques au lieu de publications dans les journaux. Et alors, le français que nous apprenons, vous pouvez l'appeler français livresque, mais c'est comme ça que la langue française nous a été transmise. Et les locuteurs modèles sont de plus en plus des autochtones. Et ici, je vais revenir à la formule de Robert Chaudenson, des approximations, des approximations, des approximations. Et donc, depuis les indépendances, le français, comme l'anglais dans les colonies britanniques, diverge de plus en plus du modèle hexagonal, du modèle métropolitain. Et les différences entre nous avons aussi des différences entre locuteurs selon leur langue maternelle ou leur région d'origine. Donc, c'est facile quand vous êtes à l'étranger de parler du français congolais, mais le français congolais, vraiment quand on vit en République démocratique du Congo, il n'existe pas. Il y a un français des gens qui parlent surtout le Kikongo, il y a un français pour les gens qui parlent surtout l'Ingala et tout ça. On trouve ce genre de variations. Okay. Et des différences entre nations, c'est selon que les locuteurs ont des langues véhiculaires nationales ou pas. Okay. Et donc, vous allez au Gabon, et il n'y a pas de langue véhiculaire autochtone importante, et il n'y a plus de locuteurs de français. Et le français qu'ils apprennent aussi est un français qui est plus proche du modèle vernaculaire que du modèle littéraire que nous avons en République démocratique du Congo. Et on peut trouver des différences de ce genre, alors qu'au Congo, nous avons 4 langues nationales, le Swahili, le Kituba, le Kikongo et d'une certaine façon le Tsholuba. Et ces langues-là font des distinctions entre nous. On peut reconnaître la région d'origine de quelqu'un selon la façon dont il parle le français, même s'il n'utilisait pas sa langue maternelle ou sa langue nationale. Au Sénégal, il y a le Wolof qui prédomine, et donc il y a pas mal d'éléments du Wolof dans le français local. Okay. Donc les généralisations selon la nation ou les grandes régions de l'Afrique dépendent surtout des traits partagés par les langues de l'ère linguistique en question.
Donc, il y a les langues ouest-atlantiques qui exercent beaucoup d'influence dans certaines parties de l'Afrique de l'Ouest, des langues Kwa aussi. Et en Afrique centrale, il y a les langues bantoues. Et si on allait, on va en Centrafrique, il y a des langues soudaniques et tout ça. Et ce sont des facteurs qui différencient nos façons particulières, façons indigénisées de parler le français, des choses qu'on devrait pouvoir comprendre. Okay. Et là, nous avons une illustration de la diversité. Voyons. Ici, nous avons la zone bantou, l'air bantou. Il y a l'air Kwa ici, et si le Sénégal est là, l'influence du Wolof, cela importe beaucoup. Et donc, on voit ça aussi sur cette carte-là, the Atlas of, maintenant je parle anglais, l'Atlas, l'espagnol, l'Atlas des langues les plus importantes des lingua franca de l'Afrique. Et ces lingua franca, on devrait pouvoir, on doit toujours tenir compte de ça. Dans le cas du RDC, nous avons le Kikongo ici, il y a le Chiluba là-bas, il y a le Swahili à l'est, le Chiluba ici, le Lingala là-bas, et le Swahili à l'est. Et ces langues-là exercent des influences différentes. Là aussi, on doit tenir compte des missionnaires qui ont organisé les écoles en Afrique, parce que tous les missionnaires n'étaient pas des locuteurs natifs du français. Et ça, c'est un facteur très important. J'ai été dans une école où le directeur du collège était néerlandais, hollandais. Et puis la plupart des missionnaires sont venus de l'Allemagne. Et il y avait certains Belges. La colonie était une colonie belge, mais les transmetteurs du français n'est pas nécessairement des Belges, et même parmi les Belges, la différence entre le flamand et le wallon est très importante. Okay. Donc, comme je dis souvent en ce qui concerne les créoles, il ne faut pas toujours tout blâmer sur l'africain. Il faut avoir cette écologie globale qui vous permet de voir les dynamiques de la transmission et de l'usage de la langue pour comprendre pourquoi la langue s'est indigénisée de la façon que l'on peut observer. Les situations nationales sont plus complexes. Il y a variations intranationales correspondant aux origines ethno-linguistiques des différents locuteurs. Et par exemple, le manque de contraste entre L et R. Quelqu'un qui expliquait au recteur de mon université, nous n'avons pas de riz, c'était dans un restaurant. Et le recteur regarde son assiette, mais qu'est-ce que vous mangez là-bas? Non, 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 il n'y a pas de riz au dortoir. Okay. Et les influences substratiques convergent dans la mesure où les langues ethniques s'accordent structurellement. Pourquoi le Nouchi a réussi, mais le français tirailleur n'a pas réussi? Le Nouchi est une évolution naturelle des locuteurs de français sous l'influence de leur langue d'héritage et à partir d'un apprentissage limité de la langue française. En principe, ces gens veulent parler français, mais la situation est telle qu'ils ne peuvent pas faire mieux et ils produisent quelque chose que pour eux est français, mais pour les autres ne semble pas être français. Et après, dès que les gens, la variété se répand, il y a des innovations nouvelles, parfois délibérées, qui sont introduites et qui font le Nouchi rendent le Nouchi plus distinct du français. Et il a évolué comme les créoles et les pidgins sous l'influence des langues substratiques et des innovations des locuteurs. Et le français tirailleur est une fabrication coloniale basée sur des préjugés racistes des colonisateurs sur la capacité mentale des colonies, où les colonisateurs ont dit ne faut pas apprendre le français normal aux Africains, ils ne pourront pas le parler. Il faut construire un français qui est plus proche de leur langue autochtone, et c'est un parler enfantin.
Mais ça signifie aussi que ces colonisateurs ne connaissaient pas vraiment les langues autochtones, sinon ils n'auraient pas proposé quelque chose comme ça. Et le français tirailleur était fondé sur une imagination fictive des langues africaines. Cette variété est artificielle et était inapprenable et inutile. Inutile parce qu'en fait, les Africains qui font partie qui ont été recrutés pour l'armée coloniale, ils vivaient parmi d'autres Africains, pas nécessairement dans un camp militaire. Ça signifie qu'ils ont fait ce que nous avons toujours fait en Afrique. On apprend la langue qu'on entend et on l'apprend par immersion. Et communication entre les officiels et militaires, cette communication partout, elle se fait par des interprètes si vous faites attention. C'est pour ça qu'il y a tellement de rangs dans l'armée. Ça part d'une autorité à une autre autorité et ainsi de suite. Donc ce n'était pas un problème. Et on voit le texte, par exemple, non, lui, il y a à croire, moi, il y a peur. Moi, il y a parti hier. Quand tirailleur, il y a venir place où il y a balle trop, où il y a moyen gagner, blesser, gagner, tuer. Lui, il y a besoin et ainsi de suite. C'est un français imparlable. Un français qui n'est pas du tout naturel. Il n'y a aucune langue africaine qui a des structures pareilles. Et donc, on a compliqué la situation plutôt que de résoudre la situation. OK? Et c'est pour ça que le français tirailleur, s'il y a des gens qui l'ont parlé du tout, n'a pas du tout réussi. Okay? On a comparé la construction français tirailleur aux pidgins. Les pidgins sont des évolutions naturelles et les pidgins ont réussi. Le français tirailleur, quant à lui, n'a pas du tout réussi. Okay. Alors, le français tirailleur, il y a le livre anonyme où il est décrit. Et c'est une des personnes qui ont promu le français tirailleur, c'est Maurice Delafosse, qui était colonisateur en Côte d'Ivoire. Et il a comparé ça au pidgin, et les gens l'ont cru. Alors, nous avons des gens entre nous qui ont fait de la recherche là-dessus, y compris Cécile Van den Aven, toutes les deux sont de Cécile. Et Cécile Bivigourou qui est ici dans la salle, qui nous disent tout à fait autre chose sur l'émergence du français tirailleur. Et je ne pense pas qu'on doit parler de l'émergence du français tirailleur, on devrait plutôt parler de la fabrication du français tirailleur. Et cette fabrication n'a pas du tout réussi. Et Delafosse, voilà ce qu'il dit. On dit souvent que c'est nous qui avons inventé le petit nègre et que si nous parlions aux Noirs un français correct, ils parleraient de même. C'est raisonnable. Ce raisonnement est puéril. Si nous ne voulons pas parler à un Noir, si nous ne voulons parler à un Noir qu'un français correct, il sera plus d'un an avant de nous comprendre, et quand il nous comprendra enfin, il nous répondra en petit nègre, voilà la vérité. Quelle vérité? C'est sa vérité. Notre langue est sans contredit l'une des langues les plus compliquées qui soit au monde, et il ajoute dans ce texte qu'il y a plus d'exceptions qu'il y a des régularités, et ça c'est vrai. Moi, j'ai toujours du mal à me retrouver parmi toutes ces exceptions. C'est tout à fait comme ça, mais comme vous pouvez m'entendre, je ne parlais pas un pidgin non plus. Comment voudrait-on qu'un Noir, dont la langue est d'une simplicité rudimentaire et d'une logique presque toujours absolue, s'assimile rapidement à un idiome aussi raffiné et illogique que le nôtre? Je suis tenté de croire que la langue française est illogique, mais toutes les langues sont illogiques. Il n'y a pas beaucoup de logique là-dedans. Il y a des analogies qu'on peut observer, mais il n'y a jamais eu un moment où les gens se sont assis autour d'une table et disent « c'est comme ça que nous allons toujours parler ». Okay. C'est bel et bien le noir, ou d'une manière plus générale, le primitif,
qui a forgé le petit nègre et, en s'adaptant à son état d'esprit. Et ici, c'est l'inverse, c'est le colonisateur qui doit avoir eu un esprit primitif aussi et qui a forgé une langue que le plus moderne ne peut pas apprendre. Okay. Il y a quelques différences entre les anciennes colonies françaises et colonies belges, d'un côté, et les pays où le français fonctionne à peine comme lingua franca. Donc, il y a les pays francophones de l'Afrique qui sont membres de la francophonie, mais on se demande pourquoi l'Égypte est là, ou pourquoi le Sahara occidental est là. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de locuteurs de français là-dedans. Dans ce pays, dans ce territoire, le français ne fonctionne pas comme lingua franca parmi les populations autochtones. Si vous allez en Égypte et vous écoutez les Égyptiens parler entre eux, ils ne parlent pas français. Ils apprennent le français, une certaine élite, pour communiquer avec l'étranger, et ça, tout à fait autre chose. Okay. Alors que dans les anciennes colonies françaises et les colonies belges, les gens, l'élite, utilisent le français comme lingua franca pour communiquer entre eux s'ils sont des origines ethno-linguistiques différentes. L'indigénisation est-elle un problème pour la langue française? Et pour moi, la question est surtout politique. Le français, comme langue en partage dans l'univers francophone, doit-il évoluer de façon uniforme et rester une langue étrangère dans la plupart des pays membres? Ou est-ce que le français devrait plutôt s'indigéniser pour que les locuteurs autochtones se sentent à l'aise en parlant entre eux et puissent parler des choses qui les intéressent de la façon dont ils le veulent? Okay. Et cela, si on veut dire que le français devient une langue africaine, il fallait permettre l'indigénisation au lieu de la supprimer. Mais alors on pourrait réagir, on peut dire, ou est-il normal qu'ils s'indigénisent en raison des habitudes de communication locale de ces locuteurs ou locutrices et de plus en plus nombreuses en dehors de l'Hexagone? Mais il y a une question qui se pose. Mais les multiples indigénisations ne conduisent-elles pas à plus de babélisme? Mais ça a toujours été le cas de n'importe quelle langue. L'anglais est devenu la lingua franca dominante au monde et l'anglais se diversifie. Le chinois s'est répandu en Chine moderne. Je ne sais pas quelle était la variété chinoise originelle, mais le chinois est entré en contact avec beaucoup de langues qui ne sont pas cinétiques, et le chinois s'est diversifié en des variétés qu'on peut appeler mandarin, cantonais, etc. C'est tout à fait normal. Et la réponse à cette question est politique, car il y a déjà assez de babélisme au sein de l'Hexagone lui-même que les institutions promouvant le français comme langue nationale n'ont pas entièrement supprimé. Donc, quand je vis en dehors de la France, je m'imagine que le français parlait de la même façon. Et j'arrive en France et je voyage. Plus je comprends le français vernaculaire, qui est assez difficile pour moi, je vois que les gens dans certaines parties de la France ne parlent pas comme les gens ici à Paris. Okay. Et les gens de la classe ouvrière ne parlaient pas de la même façon que de la classe cultivée. Je déteste le mot cultivé, mais avec de bonnes intentions, les gens qui ont été endoctrinés à l'école pour parler d'une certaine façon. Et là, c'est la règle générale dans l'évolution langagère. Et c'est souvent, on laisse la réponse pour ça à des institutions qui veulent avoir beaucoup plus d'autorité sur l'évolution de leur langue.
Et la question de savoir est-ce que les locuteurs ordinaires font attention aux stipulations de ces institutions. Combien de fois est-ce que vous avez obéi aux institutions de l'Académie française, dont la mission est surtout de protéger la langue française des impurités qui viennent de l'anglais ou d'autres langues africaines, d'autres langues, dans ce cas des langues africaines et des choses comme ça. Ça, c'est autre chose. Et moi, je ne m'engage pas là-dedans. Pour chaque territoire, il y a une réponse différente. Mais je voulais expliquer la nature de l'indigénisation et pourquoi elle nous permet de comprendre la diversité qui s'obtient dans le monde francophone. Je vous remercie.